Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier module sur la communication de crise. La première chose qu'il faut avoir bien présent à l'esprit est que la crise n'arrive pas qu'aux autres. Je dirais même l'inverse. C'est l'absence de crise qui n'arrive qu'aux autres. Car que vous soyez dans une entreprise, une association, une collectivité ou toute autre forme d'organisation, je peux vous assurer que vous connaîtrez une crise un jour et que vous aurez à la gérer. La crise fait partie de la vie d'une organisation et c'est pour cela qu'il est essentiel de vous y préparer. Selon moi, il y a 7 types de crises et je vais les évoquer une à une dans cette vidéo. Commençons par la première, la crise industrielle. C'est la crise inhérente à votre activité, celle qui est induite par les risques directs que votre activité fait courir aux employés ou à tout autre groupe de personnes, qu'ils soient des clients, des partenaires, des fournisseurs. Vous manipulez des matières dangereuses, elles peuvent se retrouver au contact d'un écosystème naturel protégé ou causer une explosion ou un incendie. Vous êtes une entreprise de transport, vous pouvez affronter un accident ou un retard. Vous êtes un organisme financier, vous pouvez être à court de liquidité. Vous êtes une entreprise industrielle, vous n'êtes pas à l'abri d'un accident du travail. Pour reprendre une vieille expression populaire, on peut qualifier de la crise industrielle des risques du métier. Dans certains cas extrêmes, la crise industrielle entraîne des pertes en vie humaine et des traumatismes physiques ou psychologiques durables. Mais sa gravité ne saurait dissimuler le fait que c'est la plus prévisible de toutes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est la conséquence directe de votre activité. Donc le seul fait de connaître son activité entraîne la conscience des risques qui en découlent. La crise interne est la deuxième catégorie de crise que je souhaite évoquer ici. C'est la crise liée à la ressource humaine d'une organisation et c'est évidemment l'une des plus fréquentes car nous sommes au cœur d'une matière sans cesse évolutive et potentiellement explosive. La crise interne peut avoir deux dimensions. Il y a d'abord la manière avec laquelle l'organisation gère ses collaborateurs, les conditions de travail, les décisions d'embauche ou de licenciement, les rémunérations, les primes, la mobilité, la sécurité, l'accès à la formation, etc. Ce sont des sujets générateurs de mouvements sociaux qui peuvent se transformer en situation de crise, comme ce fut le cas il y a quelques années des sociétés Whirlpool ou Continental. Tout à coup, le public découvre les conséquences humaines des décisions prises par les dirigeants ou les actionnaires. Conséquences qui peuvent parfois être de véritables drames à l'échelle d'une ville ou d'un département. En devenant témoin de ce qui était destiné à demeurer confidentiel, le public pénètre les coulisses de l'organisation. Cela peut contribuer à changer radicalement la réputation d'une organisation. Troisième catégorie de crise qui frappe les organisations, la crise que j'appelle la crise morale ou éthique. Celle-ci se caractérise par la mise en lumière de décisions ou de comportements qui heurtent la morale d'une partie significative du public. C'est la découverte, par exemple, d'ateliers de confection qui emploient en Asie des enfants de très bas âge. C'est la révélation sur des conditions de travail dantesques, dignes du 19e siècle dans des usines qui fabriquent nos smartphones. C'est la révélation aussi de la présence d'une substance indésirable dans la composition d'un produit alimentaire, comme l'huile de palme responsable de la déforestation en Indonésie. Ce sont toutes ces choses que l'on pourrait qualifier de honteuses, des choses que l'organisation souhaiterait dissimuler, mais qui vont susciter une indignation immédiate lorsqu'elles sont révélées. Il y a une deuxième dimension dans la crise morale ou éthique, c'est celle qui provient d'une attitude fautive d'un ou plusieurs collaborateurs dans l'exercice de leur mission. Une personne qui révèle des informations confidentielles, par exemple. Un personnel d'une compagnie aérienne, on l'a vu, qui se comporte mal vis-à-vis d'un passager en l'expulsant de l'avion. Un livreur qui se fait filmer en train de manipuler violemment des colis fragiles, ça aussi on l'a vu. Un community manager qui insulte sur les réseaux sociaux. Cette catégorie de crise fait des ravages en termes de communication. Elle met à mal les valeurs fondamentales de l'organisation. La crise de communication est la quatrième catégorie qu'il convient de prendre en considération ici. Elle se caractérise par une émotion publique provoquée par un acte de communication maladroit, quel qu'il soit. Le message véhiculé par la marque est soit mal compris ou mal interprété, soit considéré comme parfaitement inapproprié, soit encore très éloigné des valeurs que devrait incarner l'organisation communicante.
C'est peut-être une campagne publicitaire qui choque le public par son outrance ou par son caractère volontairement ou involontairement provocateur. On se souvient tous des affiches du photographe Olivero Toscani pour les campagnes Benetton qui illustraient la baseline United Colors of Benetton. Récemment, Pepsi a tenté de surfer sur un mouvement pour les droits civiques aux États-Unis en mettant en scène une manifestante offrant une canette de cola à des policiers anti-émeute. Cette campagne a été taxée de récupération immédiatement, maladroite, et a été vilipendée par l'ensemble des parties prenantes. Ce peut être aussi une conférence de presse mal gérée, au cours de laquelle des propos inadaptés sont tenus face caméra. Ici, on se souviendra du Chief Executive Officer de BP affirmant vouloir retrouver sa vie d'avant pour prouver à quel point il était pressé d'en finir avec cette crise, cette marée noire qui avait ravagé le golfe du Mexique en 2010. Même s'il y a une intention assumée de la part de l'organisation qui communique, il s'agit bien d'une crise puisqu'elle va nécessiter une explication et une justification de la part des auteurs de cet acte de communication. Cinquième catégorie, la crise de confiance, est une crise insidieuse qui frappe un nombre grandissant d'organisations. Elle est insidieuse car, contrairement à toutes les situations que je viens d'évoquer, elle ne se déclenche que très rarement suite à un événement précis et dont on connaît les éléments caractéristiques. La confiance met un certain temps à s'éroder. Le plus souvent, elle est le résultat de la sédimentation au fil du temps d'opinions ou de sensations négatives, mitigées, qui vont aboutir progressivement à installer une perte de confiance dans ce que propose ou ce que souhaite accomplir l'organisation. C'est une crise lente qui aboutit à ne plus avoir confiance dans sa stratégie ou dans la qualité des produits ou les services qu'elle propose. Parfois, le sentiment est encore plus radical et vise la confiance en la survie même de l'organisation. On retrouve évidemment de très nombreux cas de crise de confiance dans la communauté financière lors de la publication des comptes trimestriels ou annuels des entreprises cotées en bourse. Au-delà des chiffres et des déclarations, les analystes peuvent, par exemple, s'entendre pour ne plus accorder le moindre crédit aux perspectives de développement et cela peut conduire parfois à la mort d'une organisation. La sixième catégorie que je voudrais évoquer ici est ce que j'appelle la crise par agression, qui se caractérise par les attaques d'un acteur majeur de votre écosystème sur lequel l'organisation opère. Cela peut évidemment provenir d'un concurrent qui tente d'affaiblir le positionnement de son adversaire pour des raisons faciles à imaginer. Cela peut aussi venir d'un régulateur, d'un gouvernement, d'une personnalité politique, d'un influenceur de poids, d'un groupement professionnel, d'un média. Ici, il s'agit de résister à une attaque frontale lancée par des gens qui ont des motifs sérieux de déstabiliser publiquement l'organisation et qui entendent bien profiter de ce moment pour porter atteinte à la continuation de l'activité. On pense évidemment ici aux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui font l'objet d'attaques répétées de la part de la Commission européenne ou de la part de nombreux gouvernements pour des raisons liées à l'optimisation fiscale ou à des situations de position dominante. On pense aussi à des guerres sans merci que se livrent des opérateurs de téléphonie mobile en France ou encore aux attaques que les acteurs traditionnels de la création culturelle lancent contre les plateformes de streaming, les Netflix ou les Spotify de ce monde, sans oublier les actions que les taxis des grandes métropoles mondiales ont livrées contre Uber. Ici, la crise est d'autant plus rude que les adversaires ne se cachent pas et qu'ils disposent parfois de moyens de nuisance assez redoutables, leur permettant de maintenir une pression durable sur l'organisation. La septième et dernière catégorie que je voudrais évoquer ici est une émanation de la prolifération des réseaux sociaux et de l'importance qu'ils ont acquis dans l'accès du public à l'information. Il s'agit de la crise sans fondement, c'est-à-dire qui ne repose sur rien de réel. Dans toutes les situations que nous avons évoquées précédemment, que ce soit juste ou injuste d'ailleurs, mérité ou non, il s'est passé quelque chose qui a conduit à la sidération d'une partie du public. Dans les crises sans fondement, il n'y a rien, ou du moins rien d'avéré. Pour des raisons qui demeurent parfois mystérieuses, il est reproché à une organisation des choses qui sont fausses, qui n'existent pas, mais qui se répandent malgré tout sur les réseaux sociaux et deviennent une vérité populaire. Il y a quelques années, par exemple en Inde, Nestlé a dû procéder à l'un des rappels de produits les plus coûteux de l'histoire de la consommation moderne après qu'un laboratoire de test aux méthodes douteuses ait mystérieusement détecté des niveaux élevés de plomb dans les soupes de nouilles déshydratées de la marque Maggi.
De même, Starbucks a été faussement accusé d'interdire l'accès de tous ses cafés en Arabie Saoudite après qu'un tweet ait été publié montrant une affichette condamnant provisoirement 48 heures l'entrée l'un de ses nombreux établissements à Riyad à cause de travaux. Ces crises sans fondement sont d'une très grande puissance, car elles sont par nature impossibles à anticiper et sont extrêmement virales, portées par le biais de confirmation de millions d'internautes. Voilà, cette situation de crise potentielle, cette situation à haut risque pour la continuité de l'organisation et de sa réputation. Vous le voyez, ces risques sont nombreux. Comme je le disais en préambule, je serais très étonné que vous n'ayez jamais à gérer la moindre crise dans votre carrière de communicant. Maintenant, je vous propose un petit exercice à faire avant la prochaine vidéo. Téléchargez le PDF regroupant chacune des crises que je viens d'évoquer et appréciez en face de chacune d'elles la probabilité que celle-ci frappe votre organisation sur une échelle de 0 à 10. Si vous pensez que telle crise ne vous arrivera jamais, vous mettez 0. Si vous êtes sûr que ça vous arrivera, eh bien vous mettez 10. Et bien évidemment, vous modulez entre ces deux extrêmes la probabilité que vous pensez être la plus juste. Je vous rappelle les 7 catégories: la crise industrielle, la crise interne, la crise morale ou éthique, la crise de communication, la crise de confiance, la crise par agression et la crise sans fondement. Vous êtes prêts? Soyez le plus réaliste possible et le plus honnête possible. Restez avec moi pour les questions et on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour bien vous préparer. Parmi les 7 crises possibles que vous identifiez, quelle est celle qui vous paraît la plus dangereuse pour l'avenir d'une entreprise ou d'une organisation? Alors pour moi, en dehors des crises qui font des victimes humaines ou provoquent des gros dégâts environnementaux, la crise la plus délicate est celle qui n'a pas de fondement réel. On est toujours prêt à gérer des événements prévisibles, mais on n'est jamais vraiment armé pour gérer l'impensable, l'absurde, le faux, l'inexistant. C'est très pernicieux et beaucoup d'organisations se font piéger. D'une manière générale, diriez-vous qu'il y a davantage ou moins de crises que dans le passé? Il y a beaucoup plus de situations de crise qu'avant. Tout d'abord, il faut reconnaître que les réseaux sociaux ont un effet amplificateur d'une grande puissance pour les crises en tout genre. Les situations qui pouvaient précédemment se régler discrètement sont désormais publiques, ce qui rend les choses évidemment beaucoup plus compliquées. Par ailleurs, de nouvelles situations de crise sont apparues du fait de la prédominance du web social sur les flux d'informations. Et les crises sont donc plus nombreuses et plus pernicieuses. Vous dites qu'il faut toujours avoir bien présent à l'esprit que la crise n'arrive pas qu'aux autres. Les PME, les petites et moyennes entreprises, vous paraissent-elles suffisamment préparées à la crise? Les petites et moyennes entreprises sont assez mal préparées car leurs dirigeants pensent souvent que cela ne les concerne pas, qu'elles ne sont pas assez exposées, pas assez publiques, non plus pour être vulnérables. La réalité est tout autre. Pour les convaincre de s'y intéresser, je leur rappellerai que si elles sont plus petites que les grosses entreprises, leur capital marque est aussi plus faible. Les grands groupes qui bénéficient d'une très grande notoriété, on pense à Nestlé, à Starbucks, à Apple, pourront facilement surmonter une crise. Les plus petites structures, elles, peuvent tout simplement disparaître. Merci pour vos questions. À tout de suite pour la deuxième vidéo.